Nyara, nyara, nara, aram, para, aram, para. Nyara, 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 aram, para. Eh bien, écoutez, bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue donc au Petit Théâtre de l'Effroi. Ce soir, donc, nous sommes ravis de présenter 2 histoires ténébreuses et lumineuses pour cette fête d'Halloween. Notre répertoire est original, mais fidèle à la tradition mondiale des contes oraux pour vous faire plonger profondément dans les ombres qu'il était une fois. Il était une fois un petit vieil homme qui vivait tout seul dans une chaumière délabrée à la lisière du village. Il était si vieux que sa barbe blanche tombait jusqu'au sol. On ne voyait que les pointes de ses bottes violettes. Il était si vieux que personne ne se souvenait de son nom. Personne ne se souvenait même de ce qu'il était avant qu'il ne soit un petit vieil homme. Mais il y avait tout de même des rumeurs. Parfois, on voyait de la fumée colorée s'échapper de sa cheminée et traverser les champs. Parfois, on entendait des explosions, des claquements sonores assourdissants et d'autres bruits mystérieux. Et les nuits d'orage, le toit de la petite maison grouillait d'étincelles et de vagues de plasma bleu scintillantes. Les voisins frissonnaient, chuchotaient entre eux et évitaient la maison. Un jour, le petit vieux décide de faire un bonhomme de pain d'épices pour son goûter. Il a lu que c'est possible d'en faire un qui parle. L'idée lui plaît. Le bonhomme de pain d'épices devrait retenir toute la mémoire de la mélasse, du gingembre, de la cannelle et de tous ces autres ingrédients. Alors, le petit vieux met la farine, le beurre et les autres bonnes choses dans un grand bol de porcelaine bleue et remue le tout avec une grande cuillère en bois tachée de pourpre par la confiture de mûre et le permanganate de potassium. Il dépose la pâte sur une plaque et la tapote pour lui donner la forme d'un petit bonhomme, ou plutôt d'un petit garçon. Il ajoute 2 raisins secs pour les yeux, un morceau d'écorce de marmelade pour la bouche et une rangée d'amandes sur le devant pour les boutons. Après tout, on ne peut pas avoir un bonhomme de pain d'épices tout nu à la cuisine, et tout le monde sait, même les plus petits des enfants qui commencent à peine à dessiner, que les boutons sont le premier et le plus essentiel des vêtements. Lorsque le four est bien chaud, le petit vieux enfourne le petit garçon de pain d'épices pour le faire cuire. Je sais ce que vous pensez. Bientôt, il va entendre frapper à l'intérieur du four ou lorsqu'il ouvre la porte, Roule-Galette sautera du four et s'enfuira. Eh bien non, pas cette fois-ci. Quand le garçon de pain d'épices est cuit, le vieillard le sort du four et le met à refroidir sur une grille. N'oubliez pas qu'il a prévu de discuter avec lui autour d'une tasse de thé, mais après... Le vieillard prépare du glaçage et à l'aide d'une poche à douille, il écrit un mot en lettres étranges sur le front du petit garçon de pain d'épices, en commençant par la droite et en allant vers la gauche. Au fur et à mesure qu'il écrit, il prononce lentement le mot à voix haute. Il dit Emmett. ce qui signifie la vie. Dès qu'il a terminé la dernière lettre, les petits yeux de raisin sec clignent. Les pieds du petit garçon de pain d'épices se mettent à remuer et les boutons d'amande commencent à monter et à descendre. Le petit garçon de pain d'épices se redresse, voit le vieillard et tend les bras. Les petits yeux de raisin sec clignotent à nouveau et une petite voix dit le vieillard glousse et prenant le petit garçon, il le pose délicatement sur une assiette à dessert. Et le petit garçon de pain d'épices commence à raconter des histoires. Il parle de poussées longues et hautes et sucrées sous un soleil brûlant en Jamaïque.
Il parle de creuser ses racines profondément dans la bonne terre chinoise pour y faire pousser de grandes fleurs roses. Il sourit avec sa petite bouche de marmelade. Le vieillard chauffe une théière en porcelaine fine. Il met du thé et ajoute de l'eau bouillante. Il tourne la théière 3 fois et la pose sur un carreau décoré des signes du zodiaque. Et le petit garçon de pain d'épices parle du vent qui se faufile entre les branches des canneliers du Sri Lanka et des singes qui jacassent dans le giroflier de Sumatra. Ses petits yeux de raisin pétillent à l'évocation de tous ses souvenirs. Le vieillard verse du thé parfumé dans un petit bol laqué et regarde la fumée monter en spirale vers les poutres de la cuisine. Et le petit garçon de pain d'épices décrit le tic-tac de la pluie sur les feuilles de muscadier des Moluques. Il parle des orangeries de Californie, des vergers d'amandiers d'Andalousie et des vignes de Corinthe. Le vieillard sirote son thé avec satisfaction. Et le petit garçon de pain d'épices raconte comment les mulots chatouillent les tiges en grimpant pour atteindre les épis. Il décrit le grondement des énormes machines qui viennent moissonner, battre et vanner le blé au mois d'août. Le vieillard se verse une seconde tasse. Et le petit garçon de pain d'épices raconte l'histoire d'une vache Holstein noire et blanche et de son veau dans la grande prairie près du village, enfoncé jusqu'aux genoux dans les marguerites, les boutons d'or et les scabieuses sauvages. Il se lève et il agite ses petites mains en évoquant les images de tous les ingrédients qui ont servi à le fabriquer. Le vieillard vide sa tasse avec un bruit comme un évier qui se débouche. Dès qu'il a terminé, le petit garçon de pain d'épices croise les mains et s'assoit en souriant. Les petits boutons d'amande sur sa petite poitrine de pain d'épices se soulèvent et s'abaissent doucement. Le vieillard étudie les feuilles de thé au fond de sa tasse et se racle la gorge. Joli, très intéressant, très instructif. Et maintenant, parce qu'après tout, je t'ai préparé pour mon goûter. Il saisit le petit garçon de pain d'épices par l'épaule et l'accordant à l'envers avec ses dents jaunes, il lui arrache un de ses petits pieds. Non, papa, non! Le petit garçon de pain d'épices se tortille, se dégage de la poigne du vieillard et tombe sur le sol. Le vieillard se lève en grattant sa chaise sur les tomates. Le petit garçon de pain d'épices recule, les mains levées devant ses petits yeux de raisin sec, puis se retourne et court aussi vite qu'il le peut sur son seul bon pied de pain d'épices et sur l'autre moignon de pain d'épices s'effritant. Il sort par la porte et s'éloigne en clopinant dans les hautes herbes avant que le vieillard ne puisse le suivre. Une fois hors de portée de voix du vieillard en colère qui lui demande de revenir pour qu'il puisse prendre son goûter, le petit garçon de pain d'épices se jette par terre et pleure comme si son cœur va se briser. Il se sent si petit et si perdu. Il se sent trahi. Une fourmi sort d'un trou et voyant les miettes du moignon du petit garçon de pain d'épices, elle essaie d'en ramasser une et de l'emporter. Mais le petit garçon de pain d'épices fronce ses petits sourcils en sucre. Non, tu ne me mangeras pas, c'est moi qui te mangerai. Et le petit garçon de pain d'épices mange la fourmi. Il se sent un peu mieux et il grandit un peu. Il essuie ses larmes, se lève et se met à clopiner sur son bon pied de pain d'épices et son autre moignon de pain d'épices en direction du vaste monde. La prochaine chose que le petit garçon de pain d'épices rencontre est un scarabée vert. Le scarabée agit ses antennes et se précipite sur le moignon friable. Il s'apprête à goûter une miette lorsque le petit garçon de pain d'épices l'attrape. Non, tu ne me mangeras pas, c'est moi qui te mangerai. Et il engloutit le scarabée. Il se sent encore mieux et il grandit encore un peu.
La prochaine chose que le petit garçon de pain d'épices rencontre est une faucheuse marchant sur ses longues jambes comme un martien. La faucheuse s'arrête et se penche pour regarder les miettes qui tombent du moignon du petit garçon de pain d'épices. Elle ouvre ses mandibules et s'apprête à prendre une bouchée. Le garçon de pain d'épices la saisit d'une férocité inimaginable et la secoue. Non, tu ne me mangeras pas, c'est moi qui te mangerai. Et il fourre la faucheuse dans sa bouche, longue patte et tout, et la croque jusqu'à qu'il n'en reste plus rien. Il se sent beaucoup mieux et il grandit encore un peu. Il poursuit sa route en clopinant sur son bon pied de pain d'épices et son autre moignon de pain d'épices. Grignoté. Un moineau qui observe la scène depuis la haie s'envole pour voir ce qu'il y a à picorer. Lorsqu'il aperçoit les miettes qui s'écoulent du moignon du petit garçon de pain d'épices, elle lui donne un coup de bec. Le petit garçon de pain d'épices prend le moineau par les ailes et le tient fermement. Le moineau se débat, mais le petit garçon de pain d'épices ne le lâche pas. Non, tu ne me mangeras pas, c'est moi qui te mangerai. Et il enfonce tête la première dans sa bouche d'écorce de marmelade. Il se sent beaucoup mieux maintenant et il a beaucoup grandi. Il poursuit sa route en clopinant sur son bon pied de pain d'épices et son autre moignon diminué de pain d'épices. Le long de l'après-midi, le garçon de pain d'épices mange tout ce qu'il trouve sur son chemin. Dès le temps qu'il arrive dans la prairie en bas du village, il a mangé une souris, un lapin, une chèvre, un cochon et une vache. À chaque fois, il s'est senti de mieux en mieux et à chaque fois, il a grandi davantage. À la ferme, la fermière est en train de traire les vaches. Il piétine l'étape de son grand pied de pain d'épices et son grand moignon. Au son de ses cris et des meuglements désespérés des vaches prises au piège, le fermier arrive en courant avec une fourche. Il s'élance vers le bonhomme de pain d'épices qui se baisse et peint sur le fermier entre ses doigts dorés. Il tient le fermier devant ses yeux de raisin sec. Il est grand et fort maintenant. Il n'a plus peur d'être mangé. Il ouvre sa bouche en peau d'orange et la voix qui en sort fait onduler le blé dans les champs autour de lui. Courez, 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 vous ne m'échapperez jamais. Je mange les femmes, je mange les hommes. Par gourmandise, je croque les mômes. Je suis peut-être de pain d'épices, une sucrerie, un vrai délice, mais je vais vous manger cru quand même. Je suis le tout-puissant golem. Et malheureusement, c'est exactement ce qu'il est devenu. Il a englouti le fermier d'un seul trait et se dirige vers la grande rue du village, balançant ses longs bras de pain d'épices. Ses yeux de raisin sec commencent à briller comme des braises. Sur son front, les lettres irrégulières en glaçage émettent, sont comme une grande cicatrice sabrée en sucre. Au moment où l'Angélus retente dans le clocher de l'église, le bonhomme de pain d'épices entre dans la rue du village. Il dépasse déjà les maisons. Lorsque les enfants du village le voient arriver, ils courent joyeusement vers lui et naïvement essaient de prendre de petits morceaux de pain d'épices. Mais ils se détournent aussitôt, leurs yeux écarquillés d'horreur, trébuchant l'un sur l'autre dans leur hâte, comme le bonhomme de pain d'épices saisit l'un des garçons les plus courageux et le surélève. Ses jambes dansent dans l'air et l'une de ses bottes tombe sur les galets. La bouche d'écorce de marmelade tordue ouvre grande, montrant des dents terribles d'amande, et les mots qui en sortent font résonner les cloches de l'église.
Courez, 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 vous ne m'échapperez jamais. Je mange les femmes, je mange les hommes. Par gourmandise, je croque même les mômes. Je suis peut-être de pain d'épices, une sucrerie, un vrai délice. Mais je vais vous manger cru quand même. Je suis le tout-puissant golem. Le garçon s'efforce de se libérer, mais le golem de pain d'épices le pousse dans sa bouche, recrache la deuxième botte et mâche le garçon comme une friandise. Puis, il se lèche les lèvres en écorce de marmelade. Il se sent beaucoup, beaucoup mieux et il a multiplié sa taille. Sa tête touche presque les nuages. Le forgeron arrive avec un fusil de chasse. Il vise le golem de pain d'épices et le tire. Un trou apparaît dans la poitrine du golem, mais il ne fait qu'osciller une ou deux fois. Puis il referme son gros poing de pain d'épices sur le forgeron. Sa voix assourdissante noie les cris des femmes et les aboiements des chiens. Courez, courez, vous ne m'échapperez jamais. Je mange les femmes, je mange les hommes. Par gourmandise, je croque les mômes. Je suis peut-être de pain d'épices, une sucrerie, un vrai délice. Mais je vais vous manger cru quand même, car je suis le tout-puissant golem. Il introduit le forgeron dans sa bouche, l'avale tout rond et remonte la rue en clopinant sur son seul bon pied de pain d'épices et son autre moignon de pain d'épices raccourci, ramassant hommes et femmes en fagots et renversant les lampadaires qui viennent d'être allumés. De grandes langues de flammes lèchent les maisons en bois et les gens courent dans tous les sens pour s'enfuir. Le feu illumine le grand mot en glaçage de sucre sur le front du golem. Émette, la vie. Cependant, le vieillard est dans son jardin. Il est en train d'arroser son potager. Il se demande s'il va pleuvoir. Puis il voit la lumière des flammes se refléter sous le dessous des nuages d'orage qui s'approchent. Il enfourche sa bicyclette et se rend au village. Le prêtre se tient sous le porche de l'église et guide les gens à l'intérieur. Il aperçoit le vieillard et court dans sa direction. Je ne peux rien faire avec mon papy, mes prières. Vous ne pouvez rien faire, vous. Toute cette fumée magique, ces éclairs et tout le reste de chez vous doit bien servir à quelque chose. L'orage s'intensifie au-dessus de l'église. Les éclairs commencent à jouer autour du ventre des nuages. Le golem de pain d'épices est presque sur les deux hommes. Le prêtre se réfugie dans l'église et verrouille la porte. Le vieillard est maintenant seul sur la place de l'église. Il toise fixement le golem de pain d'épices. Les yeux de raisin sec sont remplis d'un feu féroce. Le golem se baisse. Il hausse un sourcil en sucre et il regarde le vieillard avec malice. Le petit vieil homme fouille dans sa robe et en sort un bâton en fer. Il le dirige vers le nuage le plus gros, le plus noir et le plus lourd qui plane au-dessus du clocher. Un mince filet de lumière jaillit de l'extrémité du bâton et se connecte au nuage. Soudain, la pluie se met à tomber. Elle se déverse des nuages sur la tête du golem et descend sur son front. Le glaçage commence à fondre. Le E au début de Emmet commence à s'effacer. Le golem ouvre son énorme gueule en écorce de marmelade et avant que la lumière dans ses yeux ne s'éteigne pour toujours, il prononce un dernier mot. Bah, bah, ah. Le mot vivifiant que le petit vieil homme avait glacé sur le front du petit garçon de pain d'épices se lit maintenant Met, ce qui signifie la mort. Le golem bascule et tombe lourdement sur le petit vieillard, l'écrasant complètement. Bon, une fin qui, franchement, est totalement appropriée et bien méritée. Voilà. Voilà.
Merci, ça c'était notre première histoire pour ce soir. Et en suivant? Eh bien, en suivant, il faut donner quelques petites substances nécessaires afin de pouvoir mieux apprécier encore, cette deuxième histoire qui est donc une toute première, comme on vous disait tout à l'heure. Et il faut savoir qu'à la base, de notre deuxième histoire, qui est quand même, proche du folklore européen, la chasse sauvage, autrement appelée la cavalcade féerique, est une armée de défunts hurlants que l'on entend passer pendant les tempêtes nocturnes. Selon le pays et la période historique, la composition de ce cortège varie, mais y compris sont des damnés errants et les enfants morts sans baptême. La légende de la chasse met à sa tête des grands personnages mythiques, surnaturels ou même religieux. Elle est aussi accompagnée par une meute diabolique, les chiens de Dando. Alors, méfiez-vous. Oui, Si vous avez un chien, il vaut mieux oh, l'attacher ce soir. oui. Sinon, il risque de vouloir rejoindre la chasse sauvage. Debout, en sursaut, il n'a même pas le temps de prendre son sac à dos. Il se lève, sort de la tranchée, s'élance dans l'air froid de la nuit et court sur le sable glissant et traître avant d'être complètement réveillé. Il zigzague comme un lapin. Quelqu'un a trahi leur position. Des lumières s'allument de ci, de là, puis s'éteignent à nouveau. Il y a un crépitement, des impacts et un grand fracas. Un craque sec. Et puis, le silence. Tout est calme quand Thomas revient à lui. Allongé sur le dos, il aperçoit à travers un feuillage une pleine lune couleur d'étain et des étoiles éparpillées diffusées par la pluie qui tombe en grosses gouttes à travers la canopée. Sa tête lui lance. Il pose sa main sur sa tempe et sent une vilaine blessure. Il se redresse. Une branche est tombée à côté de lui. Elle a dû le frapper, mais il ne se souvient pas avoir couru dans les bois. En fait, il ne se souvient pas vraiment de grand-chose, juste qu'il voulait désespérément rentrer chez lui. Il aurait été ironique de survivre à une deuxième période de service pour être tué par une branche tombée le jour de l'armistice. Il frissonne maintenant. Ses vêtements sont trempés, son t-shirt collé à sa poitrine et son pantalon alourdi par la pluie. Il se met debout en titubant et regarde prudemment autour de lui. Il croit entendre passer un véhicule indiquant la présence d'une route. Il va dans la direction du bruit, ce qui le fait sortir du bois. Arrivé à une haie, il la suit sur quelques mètres jusqu'à ce qu'il trouve un portail qui l'enjambe. Il essaie de s'orienter. À droite, il y a des lumières au loin, on dirait un village ou une petite ville. À gauche, tout près, se trouve un grand bâtiment carré au toit de chaume, entièrement éclairé de l'intérieur avec une lampe jaune au-dessus de la porte. On dirait une sorte de taverne. Eh bien, il n'en a pas vu depuis fort longtemps. Il penche la tête face au vent qui, bien que léger, est glacial sur ses vêtements mouillés. Il court pieds nus le long de la route car il semble avoir perdu ses rangers quelque part en chemin. Il ne lui faut que quelques minutes pour atteindre la porte de la taverne. L'enseigne en bois dont le nom de l'établissement. L'homme vert. Une lumière joyeuse se déverse de manière attirante depuis les fenêtres épaisses. Il pousse la porte et est accueilli par l'odeur familière de houblon et de fumée. Étrange. Il pensait que fumer était interdit dans les tavernes. À l'intérieur, il fait chaud et il ressent immédiatement un sentiment de soulagement. Un vrai feu brûle dans la cheminée et il s'approche pour se sécher. La pièce est faiblement éclairée. Elle est bondée de personnes déguisées, principalement des hommes,
De longs manteaux, des capes, des capuches, des plumes, des chapeaux fantaisie, ce genre de choses. Certains semblent porter des tenues de chasse d'un style ou d'un autre, mais un mélange hétéroclite, médiéval, viking, fantastique, second d'empire, une sorte de séance donjons et dragons, une réunion d'association ou peut-être un enterrement de vie des garçons. Oui, ça doit être ça. Ça expliquerait les vêtements extravagants. Le jeune homme se dirige vers la cheminée et se tient devant, se frottant les mains. Il commence à se sentir plus chaud et plus sec. On lui tend un verre. Non, pas un verre, plutôt un genre de coupe, un gobelet. Ah non, non, je ne fais pas partie du groupe. Il essaie de refuser la boisson. Une grosse main ligneuse, ornée de bagues en or avec des rubis rouges comme des baies de houx et des opales blanches comme des baies de gui, se pose sur son bras. Tout le monde est le bienvenu ici ce soir. Tiens, bois avec nous. Ah, merci, santé, mon ami. Le jeune homme avale la boisson avec avidité. Il s'attendait à du vin, mais c'est une sorte de bière. Il lève les yeux vers l'inconnu. Comme tous les autres, il est déguisé. Un type bizarre. Il lui rappelle quelqu'un ou quelque chose. Ce n'est pas seulement son visage, c'est son apparence générale. Sa posture, sa façon de s'habiller, son chapeau ou quoi que ce soit sur sa tête. Même, ose-t-il dire, son odeur. Un peu forte pour dire la vérité. Il sait qu'il l'a déjà vu quelque part. Nous sommes-nous déjà rencontrés? Hmm, je ne pense pas. Je suppose que vous me confondez avec quelqu'un d'autre. Cela m'arrive souvent, vous savez. Oh, 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 oh. J'ai ce genre de visage. Le jeune homme n'est pas sûr du genre de visage qu'il a. Quand il est entré, il avait cru voir une grande barbe touffue comme un fourré d'if. Et pour être honnête, il lui avait semblé avoir un teint plus verdâtre. Il est sûr de l'avoir vu quelque part. Mais où? La réponse est au bout de ses lèvres. Cela lui rappelle surtout des gravures sur bois. En y regardant de plus près, cependant, l'inconnu s'avère avoir des cheveux châtains bouclés et une barbe dorée, plutôt soignée, tressée en pointe. Asseyez-vous donc et reposez-vous ici. L'inconnu lui indique 2 fauteuils confortables près de la cheminée qui, malgré la foule de la taverne, sont inoccupés. Vous avez l'air épuisé. Vous venez de loin? Oui, je crois venir de très loin. Cela a dû être un très long chemin. L'armée, je suis partie depuis un certain temps, mais ici, c'est ma ville natale. Le jeune homme fronce les sourcils comme s'il essaie de mettre de l'ordre dans ses souvenirs. Et vous, vous êtes d'ici? Certains d'entre nous, oui, mais nous venons aussi de beaucoup d'autres endroits. L'inconnu parle avec un accent plutôt britannique. Le jeune homme incline la tête en direction de la foule adossée au bar avec un air curieux. C'est un enterrement de vie des garçons ou quelque chose comme ça? Enterrement de vie. Alors, oui, on pourrait très bien le dire comme cela. Alors moi, je m'appelle Thomas et à qui dois-je le plaisir de cette compagnie? Arthur. Arthur Pendragon, roi d'Angleterre. Enchanté. L'inconnu serre la main offerte par Thomas, qui croit voir un liseré doré sur le front de l'inconnu. Donc, tu es soldat. Tu fais partie de ces brillants courageux qui donnent tout pour les autres. Mais pas tout, heureusement, sinon je ne serais pas de retour chez moi. Ah, c'est pour ça. Et toi, tu fais quoi dans la vie? Dans la vie.
Ah, tu veux dire mon travail? Ah, moi, je suis psychopompe. Ce mot n'est pas familier au jeune homme épuisé. Le feu et l'alcool commencent à l'embrumer. Psycho psychopompe? Une sorte de thérapeute, c'est ça? Eh bien, je ne sais pas trop. Ah, désolé, quel est ton nom déjà? Excuse-moi, mais je me sens un peu, étourdie. Je suis Odin. Odin, souverain d'Asgard. Thomas remarque pour la première fois que l'inconnu n'a qu'un seul œil. Thérapeute. Thérapeute. L'inconnu goûte le mot sur sa langue. Son œil unique bouge pensivement d'un côté à l'autre. Et puis il semble avoir pris une décision. Hmm. Plutôt un guide, oui, dirais-je, un guide. Ah, OK, un guide, comme un guide touristique? Mais non, vous n'y êtes pas du tout, jeune homme. Il se penche pour remplir le gobelet de Thomas. Thomas boit une gorgée du liquide doré. La boisson a maintenant un goût plus sucré, comme du miel. Alors, tous ces gens, c'est un voyage organisé en car? L'inconnu pince ses jolies lèvres rouges. Un voyage, oui, oui, il y a, mais car? Tu veux dire char? Traditionnellement, je voyage parfois en charrette, mais on se déplace chacun avec son propre mode de transport. L'étrangère repousse ses longues nattes tresses blondes par-dessus ses épaules. C'est quoi ton nom déjà? Thomas la regarde les yeux plissés. Il a du mal à se concentrer. Dame Hiver, Frau Holla, mais tu peux m'appeler Bertha. Je suis sûre que nous allons devenir de bons amis. Ses yeux bleus pétillent, et parmi les plis de sa robe à manches longues, un lièvre apparaît, qui remue le nez en direction de Thomas, fait un bond et disparaît dans la foule. Thomas jette un coup d'œil autour de lui aux autres buveurs. Leurs costumes sont tous très réalistes, très rustiques, très corsés de pénitence, très soutien-gorge en métal poli. Et plus il les regarde, plus les larmes lui semblent réelles et mortelles. Il y a des lances, des gourdins, des poignards, des fusils. Dans un coin se trouve un groupe d'hommes très grands, vêtus de différentes nuances de vert, qui portent des arcs et des carquois de flèches aux plumes de corbeau sur le dos. Leurs oreilles pointues dépassent de leurs longs cheveux argentés. Deux hommes sont assis à une table ronde en train de faire un bras de fer, vêtus uniquement de tablards en cuir, malgré le temps. Leurs bras nus sont couverts de tatouages noueux. Appuyés contre les pieds de leur chaise, il y a des haches dont les lames sont attachées avec des lanières de cuir étroitement douées et les manches décorées d'une écriture étrange et angulaire que Thomas prend pour des runes. Thomas se retourne vers l'inconnu, qui brosse une poussière de son pourpoint fait de losanges multicolores, qui vers lui lève ses yeux noisettes, dont les pupilles rectangulaires se rétrécissent. Encore, encore du vin. Mais, ouais! L'inconnu verse un liquide rouge sang d'un flacon en cuir dans le gobelet de Thomas. C'était quoi ton nom déjà? J'ai un peu mal à suivre. La journée a été très longue. J'ai mal à la tête avec la chaleur, la fumée et Thomas porte la main à sa tempe, sentant la blessure irrégulière. En effet, il règne une grande chaleur dans la pièce. La cheminée est rudimentaire et semble ne pas avoir de fond. Et c'est singulier, mais il aurait presque pu jurer que derrière les bûches, il peut voir un champ, un bosquet et un ciel nocturne. l'inconnu remplit sa propre coupe. Mais je suis Élequin,
L'émissaire du prince des ténèbres, à votre service, jeune homme. Il se cale dans sa chaise et croise ses mollets galbés, vêtus de bas noirs et chaussés de souliers pointus. Ah, écoute, les chiens de Gabriel commencent à se préparer pour la chasse. Un léger hurlement se fait entendre. Une rafale de vent balaie le sommet de la cheminée. Il y a un grondement lointain. D'un coup, à travers les fenêtres, un éclair illumine toute la pièce, révélant un tableau déconcertant de formes et de visages. Certains sont nets, d'autres granuleux et à peine discernables de l'arrière-plan, comme des polaroids ou des photocopies décolorées, mais des photocopies de choses qu'il n'aimerait pas croiser dans une ruelle sombre. Au Gwen Hapness, si tu préfères, maître Danone. Une grande chienne blanche s'approche et s'assoit à ses pieds en broc de cuir. Ses deux pattes devant sont clairement visibles, mais après ça, dans l'obscurité de la taverne, Thomas ne distingue pas d'arrière-pattes. Son corps semble fini. On 3 sortes de nageoires. La chienne tourne la tête pour regarder Thomas qui lui caresse le flanc. Sous la tête le reflet du feu, mais il voit des flammes dans ses yeux. «Salut ma belle!» Elle s'appelle Dormrat, qui veut dire portail de la mort. Elle est chef de meute des chiens d'Anoun. Thomas lève à nouveau les yeux et voit, pour la première fois, les bois sur la tête de l'inconnu. C'est une prothèse étonnante. Il semble pousser directement de sa tête noire. Il y a encore un peu de velours sur l'un des deux et l'inconnu lève la main pour le gratter. Il fait chaud dans la taverne, mais Thomas est surpris de voir que l'inconnu est torse nu et qu'une chouette est perchée sur son épaule, à laquelle il offre un petit rongeur ramolli. La chouette cligne des yeux en direction de Thomas et tourne la tête à 180 degrés pour accepter la gourmandise. L'étranger pose une main noire et fraîche sur la tempe de Thomas. Tiens, tu as une vilaine blessure. Laisse-moi voir ça. Thomas ferme les yeux et un débit de vagues images défile dans son esprit comme si quelqu'un parcourt toute une série de films amateurs, s'arrêtant de temps en temps pour admirer une scène. Jouer dans un bac à sable, un match de rugby, le jour de la remise des diplômes, une carte de la Saint-Valentin, l'échange des anneaux. Son premier jour en uniforme, une vue du désert depuis le hublot d'un avion, le soleil, du sable partout, des coups de feu, une éblouissante lumière. La douleur s'atténue puis disparaît. Voilà, je pense que ça devrait aller. Et maintenant, enlève ce truc mouillé. Il n'est pas du tout adapté. Thomas ouvre les yeux et voit que l'inconnu lui tend une chemise en lin. En se regardant, Thomas constate que même s'il commence à sécher, ses vêtements et ses cheveux sont collés, recouverts de boue et de sang. Il se demande comment ils en sont arrivés là. Il croise les bras et retire son t-shirt que l'inconnu lui prend et jette dans le feu. Un homme grand, moustachu, vêtu d'une culotte crème et d'un frac rouge, s'approche et parle à voix basse à l'inconnu. Il lui tend une paire de bottes d'équitation. L'inconnu les prend et les passe à Thomas, qui brosse le plus gros de la boue de ses pieds et les enfile avec gratitude. Un éclat de rire retentit près de la porte, où un groupe de dames aux formes généreuses bavardent. Elles sont toutes très peu vêtues et leurs vêtements semblent être de métal. Leurs cheveux sont tous coiffés en macarons, comme ceux de la princesse Leia dans Star Wars. Des filles plantureuses, aurait dit son père. L'une d'elles lui fait un clin d'œil. Il enfile la chemise en lin par-dessus sa tête. L'inconnu appelle à travers la salle bondée. Ah, voilà mon mari, Edric le sauvage.
Viens, chérie, viens rencontrer notre nouvel ami Thomas. Sous le bandeau blond sur son front, les longs cheveux blonds de l'inconnu brillent à la lueur du feu et Thomas aperçoit le reflet d'un poignard à sa taille. Edric s'approche, une flasque à la main. Je vois que Letty s'occupe de toi. Nous sommes heureux de t'avoir parmi nous. Tu veux boire un dernier coup avant de partir? Thomas tend son gobelet et regarde l'élixir étincelant couler dedans. Il est complètement ivre. L'alcool réconfortant a fait son effet et, à présent, il se sent prêt à tout. La foule semble se préparer à partir. Les armes sont prises, les capuches sont enfilées, les casquettes et les casques sont mis, et de quelque part dans ses robes, l'inconnu sort un corps. Thomas couvre ses oreilles. Waouh, ça suffit à réveiller un mort! Thomas ne s'est jamais senti aussi réveillé qu'à ce moment-ci. La scène semble scintiller et perdre sa substance comme un mirage dans le désert. Les murs de la taverne sont plus solides. Thomas voit la route, les silhouettes noires des arbres contre le ciel, la lune, les nuages qui passent en filant. L'inconnu rassemble ses jupes vaporeuses, dévoilant une jolie cheville nue, ornée de petites clochettes argentées, et monte sur un grand cheval blanc. Alors, on te dépose, Thomas? L'inconnu se penche et tire le jeune homme sur sa selle derrière elle. Il enlace fermement sa taille, et elle enfonce ses talons dans les flancs du cheval. Eh bien, je ne fais pas d'autostop d'habitude, mais je pense que je vais faire une exception cette fois-ci. En avant, chauffeuse! Lady Godard porte le corps à ses lèvres et, une fois de plus, toute la cavalcade s'élève dans les airs, à cheval et à pied, planant et volant, courant et marchant à grands pas, ils détalent. Les chasseurs, les valkyries, les vikings, les fées, les elfes, les enfants mort-nés, les chiens diaboliques, et à la tête, l'homme vert, le roi Arthur, Odin, Froholle, Ellequin, Knapanif, Erne et Lady Godard. La chasse sauvage est finalement en branle. Elle se ferait un chemin à travers le firmament, parmi les nuages incandescents, plongeant au-dessus des prés fleuris et des champs de blé et d'orge mûre, puis s'éloigne dans la nuit, dans un bruit de sabots féeriques, semblable à un roulement de tonnerre. Venez avec moi, voilà, tenez mon bras. Venez boire un coup, on vous emmènera. Ce n'est pas loin, juste au coin de la rue. Vous verrez des choses que vous n'avez jamais vues. Venez avec moi, voilà, tenez maman. Venez chanter jusqu'au petit matin. Ce n'est pas loin, juste au coin de la rue. Vous verrez des choses que vous n'aurez jamais crues. Venez, venez danser avec une jolie dame. Elle vous montrera les pas par la lumière des flammes. À la fête des bêtes, des fous inconnus, au bal des âmes perdues. Venez avec moi, voilà, tenez mon doigt. Venez chanter, élevez votre voix. Ce n'est pas loin, juste à la fin du monde. Vous vivrez des choses qui sont vachement profondes. Venez avec moi, voilà, tenez ma robe. Venez voir les spectacles qui durent jusqu'à l'aube. Ce n'est pas loin, juste au bout de la terre. Au
verrez des choses qui vont forcément plaire. Venez, venez danser, lâchez votre esprit. Dépêchons-nous, c'est la chance de la vie. À la fête des bêtes, des fous inconnus, au bal des âmes perdues. Venez avec moi, voilà, tenez ma queue. Laissez vos affaires, dites vos adieux. Ce n'est pas loin, on est là, voyez-vous, au bal des âmes perdues. Venez, venez danser avec toutes ces ombres. Il est presque minuit, il faut bientôt descendre à la fête des bêtes, des fous inconnus, au bal des âmes perdues. Venez, venez danser avec un beau diable. Attention, les marches, elles sont bateaux fiables à la fête des bêtes, des fous